Il fut une époque où la Terre n'appartenait pas à une seule espèce humaine. Si vous aviez parcouru la planète il y a 40 ou 50 000 ans, vous auriez peut-être croisé des êtres qui nous ressemblaient presque, mais pas tout à fait. Certains étaient plus petits et plus trapus, d'autres possédaient des arcades sourcilières prononcées et des corps robustes taillés pour le froid. Certains vivaient sur des îles et ont évolué pour devenir des créatures presque incroyables. D'autres encore sont si mystérieux que nous les connaissons davantage par leur ADN que par leur visage. Et puis il y avait nous, les Homo sapiens. Aujourd'hui, nous sommes la seule espèce humaine restante. Pas la plus forte, pas la plus ancienne, ni celle qui a survécu le plus longtemps, simplement la dernière encore debout, ce qui soulève une question troublante. Qu'est-il arrivé à tous les autres? Car pendant la majeure partie de notre histoire, être humain ne se résumait pas à un seul modèle. C'était une famille chaotique, ramifiée et expérimentale. L'évolution n'a pas créé les humains en une seule fois. Elle n'a cessé d'essayer. Des corps différents, des cerveaux différents, des outils différents, différentes façons de survivre sur cette même planète dangereuse. Mais, une par une, les autres branches ont disparu. Et le plus étrange, c'est que nous n'en connaissons toujours pas la véritable raison. Il n'y a pas eu de moment précis où le monde a simplement choisi Homo sapiens. Pas de bataille ultime, pas de catastrophe unique, pas de fin nette. Au lieu de cela, l'histoire ressemble davantage à une lente disparition. De petites populations qui se séparent, un climat qui change plus vite que les corps ne peuvent s'adapter, de la nourriture qui se raréfie, de nouveaux concurrents qui arrivent, des groupes qui se mélangent, d'autres qui s'éteignent. Et parfois, peut-être, simplement, de la malchance. La première espèce humaine qu'il faut comprendre est l'Homo erectus. Et l'Homo erectus n'était pas une expérience ratée. À bien des égards, ils furent parmi les humains les plus prospères ayant jamais existé. Ils sont apparus bien avant nous, il y a environ 2 millions d'années. Ils avaient des corps d'apparence beaucoup plus modernes que leurs lointains ancêtres. De longues jambes, des bras plus courts, un corps taillé pour marcher et courir dans de vastes étendues. Ils furent probablement parmi les premiers humains à s'étendre bien au-delà de l'Afrique, atteignant certaines régions d'Asie et survivant pendant une durée presque démesurée. Plus longtemps que l'existence même d'Homo sapiens, bien plus longtemps. Si notre espèce se sent éternelle, l'Homo erectus devrait nous inquiéter, car ils ont perduré pendant bien plus d'1 million d'années, et pourtant ils ont disparu. Leur visage n'était pas comme les nôtres. Ils avaient un crâne bas, des arcades sourcilières proéminentes, un cerveau plus petit que celui des humains modernes, mais bien plus grand que celui de leurs ancêtres simiesques. Ils fabriquaient des outils en pierre, ils chassaient et charognaient. Ils vivaient dans des environnements changeants sur des distances immenses. Et pendant très longtemps, cela a suffi. Mais les derniers fossiles connus d'Homo erectus proviennent de Gandon, sur l'île de Java. Les datations actuelles les plus précises les situent entre 117 000 et 108 000 ans. À cette époque, le monde avait changé. D'autres espèces humaines existaient. Le climat était instable. Les forêts s'étendaient et reculaient. Les rivières changeaient de lit. Les animaux migraient. Et l'Homo erectus, après avoir survécu pendant une période presque impossible, a fini par disparaître. Nous ne savons pas exactement pourquoi. Peut-être que leurs dernières populations se sont retrouvées isolées. Peut-être n'ont-ils pas pu s'adapter assez vite au changement de leur environnement. Peut-être que de nouveaux humains les ont surpassés. Mais leur extinction nous enseigne d'emblée une leçon. Survivre longtemps ne signifie pas survivre pour toujours. Ensuite, il y a eu les Néandertaliens, l'espèce humaine que les gens pensent connaître. Pendant longtemps, ils ont été considérés comme des hommes des cavernes brutaux, lents, primitifs et à moitié humains. Cette image est fausse. Les Néandertaliens n'étaient pas des humains ratés. Ils incarnaient une réponse différente à un même problème. Comment survivre à la période glaciaire? Leur corps était puissant, plus petit et plus trapu que les nôtres, avec des poitrines larges, des bras vigoureux et des os épais. Leur visage arborait de grands nez, de lourdes arcades sourcilières et des crânes longs et plats. Ils étaient taillés pour des environnements froids où le corps perdait rapidement sa chaleur et où la nourriture pouvait se faire rare. Ils chassaient de gros animaux de très près, un mode de vie particulièrement dangereux. Leurs blessures ressemblent parfois à celles des cavaliers de rodéo modernes, le genre de blessures que l'on subit en s'approchant de trop près d'animaux puissants. Ils maîtrisaient le feu. Ils fabriquaient des outils. Ils prenaient probablement soin des membres blessés de leur groupe. Ils utilisaient peut-être des pigments et des parures. Ils n'étaient pas des monstres tapis dans l'ombre. C'étaient des êtres d'une autre nature et pendant des centaines de milliers d'années, ils ont survécu. Puis l'Homo sapiens a commencé à pénétrer dans leur monde et après environ 40 000 ans, les traces physiques des Néandertaliens s'évaporent. Biologiquement, en tant qu'espèce humaine vivante, ils avaient disparu, mais la question est de savoir pourquoi. L'ancienne réponse était simple. Nous sommes arrivés, nous étions plus intelligents, nous les avons détruits,
Mais la véritable réponse n'est sans doute pas aussi expéditive. Les Néandertaliens vivaient en petites populations dispersées. C'est une situation dangereuse. De petits groupes peuvent disparaître à cause de catastrophes ordinaires, un mauvais hiver, une chasse ratée, une maladie ou un taux de natalité légèrement trop faible pendant trop longtemps. L'ADN ancien suggère que certains groupes néandertaliens tardifs présentaient une faible diversité génétique, ce qui signifie qu'ils étaient peut-être déjà vulnérables avant que l'Homo sapiens ne devienne un facteur déterminant. Le climat, lui aussi, ne cessait de changer. Des phases froides, des phases plus chaudes, une faune et une flore changeantes, des paysages métamorphosés. Imaginez devoir survivre alors que le monde que vous connaissez ne cesse de se recomposer. Ajoutez à cela l'arrivée d'une autre espèce humaine sur ces mêmes territoires. Une espèce dotée de réseaux sociaux plus vastes, d'échanges sur de longues distances, d'une capacité d'innovation peut-être plus rapide et de meilleurs moyens de relier les groupes à travers l'espace. Pas nécessairement plus forte, pas nécessairement meilleure en tout, mais plus flexible là où cela comptait vraiment. Si les Néandertaliens ont disparu, ce n'est peut-être pas parce qu'ils ont perdu une grande guerre. C'est peut-être parce qu'ils ont perdu un millier de petites batailles contre l'isolement, le climat, la compétition et le temps. Il y a ensuite les Denisoviens. Et les Denisoviens sont étranges car ils sont presque comme des fantômes. Pour les Néandertaliens, nous avons des crânes, des ossements, des outils, des sépultures. Pour les Denisoviens, l'histoire a commencé avec un minuscule os de doigt trouvé dans une grotte sibérienne. Un fragment si petit qu'il ne semblait pas pouvoir réécrire l'histoire humaine. Mais l'ADN a révélé qu'il appartenait à un groupe humain jusqu'alors inconnu, ni néandertalien, ni homo sapiens, mais tout autre chose. Les Denisoviens ont peut-être vécu sur une immense partie de l'Asie, en Sibérie, sur le plateau tibétain et possiblement en Asie du Sud-Est. Mais leurs traces fossiles sont d'une rareté frustrante. Un os de doigt, des dents, des fragments de mâchoire, de très rares vestiges. Pendant des années, nous ne savions même pas vraiment à quoi ressemblait leur visage. Et pourtant, leur empreinte génétique est immense. Certaines populations modernes d'Océanie et de certaines parties d'Asie portent en elles un héritage dénisovien. Les Tibétains ont hérité d'une version d'un gène lié à la survie en haute altitude de la part d'humains apparentés aux Denisoviens. C'est l'un des faits les plus fascinants de l'évolution humaine. Un groupe humain disparu aide peut-être encore aujourd'hui des êtres vivants à respirer l'air raréfié des montagnes. Mais, en tant que population vivante, les Denisoviens ont également disparu. Les traces fossiles dénisoviennes les plus récentes ont environ 40 000 ans. Certaines preuves génétiques suggèrent que des groupes auraient pu survivre jusqu'à il y a environ 30 000 ans. Après cela, ils s'effacent. Pourquoi? Nous l'ignorons. Leur territoire était peut-être vaste, mais leur population était sans doute clairsemée. À certains endroits, ils ont pu être absorbés par les groupes d'Homo sapiens arrivants. Ailleurs, ils ont pu être été surpassés en nombre. Les changements climatiques ont pu fragmenter leurs habitats, et parce que nous n'avons que très peu de fossiles, leur extinction reste l'un des chapitres les plus flous de l'histoire humaine. Les Denisoviens nous rappellent une vérité dérangeante. Une espèce humaine peut disparaître si complètement qu'il ne reste presque rien d'autre que des fragments et un code, ni ville, ni monument, ni récit, juste de l'ADN. Vient ensuite l'Homo floresiensis, l'espèce la plus singulière de ce récit. Sur l'île de Flores en Indonésie, des scientifiques ont découvert les restes d'un ancien humain minuscule, si petit qu'ils ont été surnommés les hobbits. Il mesurait environ 1 mètre de haut, possédait de petits cerveaux et de petits corps, mais il fabriquait des outils et survivait sur une île peuplée d'oiseaux géants, de dragons de Komodo et d'éléphants nains appelés stégodons. Au début, on peinait à croire qu'ils étaient réels. S'agissait-il d'humains modernes atteints de maladies? Étaient-ce une population étrange et anormale? Mais les preuves pointaient vers quelque chose de bien plus stupéfiant. Il s'agissait d'une espèce humaine distincte, un petit homme insulaire. Et l'isolement des îles produit des effets étranges sur l'évolution. Les grands animaux peuvent rapetisser, les petits peuvent grandir, les prédateurs et les proies changent de taille car les écosystèmes insulaires obéissent à des règles différentes. C'est ce que l'on appelle le nanisme insulaire. Et l'Homo floresiensis est peut-être l'un des exemples les plus spectaculaires au sein de la famille humaine. Leurs fossiles découverts à Liangboa sont aujourd'hui datés entre 100 000 et 60 000 ans environ. Les outils en pierre qui leur sont associés remontent jusqu'à environ 50 000 ans. Cette date est troublante car les humains modernes traversaient la région à peu près à la même époque. Et puis, l'Homo floresiensis a disparu. Là encore, nous ne savons pas exactement pourquoi. Peut-être que le climat a modifié l'environnement de l'île. Peut-être que leurs proies ont diminué. Peut-être qu'une activité volcanique a bouleversé l'écosystème. Peut-être que l'Homo sapiens est arrivé et a accentué la pression sur eux. Sur une petite île, nul besoin d'une catastrophe mondiale. Une petite population peut être effacée par un enchaînement de problèmes locaux.
Moins d'eau, moins de proie, plus de compétition, une éruption, une mauvaise série de générations, et toute une espèce humaine peut s'éteindre. C'est ce qui rend l'histoire de l'Homo floresiensis si bouleversante. Ils ne cherchaient pas à conquérir la planète entière. Ils essayaient juste de survivre sur une seule île, et même cela n'était pas un refuge sûr. Alors, pourquoi l'Homo sapiens a-t-il survécu quand les autres ont péri? C'est ici que la réponse devient trompeuse si on la rend trop simpliste. Il est tentant de dire que nous étions plus intelligents, mais les Néandertaliens l'étaient aussi. Les Denisoviens s'étaient adaptés à des environnements extrêmes. L'Homo erectus a survécu plus longtemps que nous. L'Homo floresiensis a survécu dans un monde qui terrifierait l'homme moderne. La réponse ne peut donc pas se limiter à la seule intelligence. C'était peut-être notre capacité à nous connecter. Les Homo sapiens semblent avoir été exceptionnellement doués pour tisser de vastes réseaux sociaux, pas seulement des familles, pas seulement de petits clans, mais de larges toiles d'individus, d'outils, d'idées et d'informations. Si un groupe échouait, un autre pouvait transmettre le savoir. Si une région devenait inhospitalière, les gens pouvaient migrer. Si un outil s'avérait efficace, il pouvait se diffuser. Si une idée était utile, elle ne restait pas prisonnière au fond d'une vallée. C'est peut-être là l'un de nos plus grands avantages, non pas le cerveau individuel seul, mais la connexion entre les cerveaux. Les autres espèces humaines possédaient sans doute une culture, mais l'Homo sapiens a probablement bâti une culture qui voyageait plus loin, évoluait plus vite et reliait davantage d'individus. Et lorsque la planète est devenue instable, cela a fait la différence. Une espèce solidaire peut absorber des chocs que des groupes isolés ne peuvent supporter. Mais même cela ne faisait pas de nous des vainqueurs prédestinés. La chance a aussi joué un rôle. La géographie a joué un rôle, le timing a joué un rôle, la taille de la population a compté. Peut-être que l'Homo sapiens a survécu en partie grâce à son adaptabilité et en partie parce qu'il se trouvait au bon endroit, en nombre suffisant et au bon moment. Les autres humains n'étaient pas de simples tremplins vers notre existence. Ils n'étaient pas des versions inachevées de nous-mêmes. Ils représentaient leurs propres expérimentations, leurs propres histoires, leur propre façon d'être humain, et maintenant ils ont disparu. L'Homo erectus, après plus d'1 million d'années. Les Néandertaliens, après avoir survécu au monde des glaces. Les Denisoviens, ne laissant derrière eux que de rares ossements et des indices génétiques. L'Homo floresiensis, ces minuscules humains insulaires qui se sont éteints à l'aube de notre propre arrivée. Aujourd'hui, quand nous prononçons le mot humain, nous pensons à l'Homo sapiens. Mais c'est uniquement parce que toutes les autres définitions ont disparu. Nous ne sommes pas le sommet d'une échelle. Nous sommes la dernière branche d'un arbre qui jadis foisonnait de vie. Et cela devrait peut-être nous inciter à nous sentir moins supérieurs et non l'inverse. Car si les autres humains ont une leçon à nous transmettre, c'est bien celle-ci. L'extinction ne frappe pas seulement les faibles, elle frappe les isolés, les malchanceux, les spécialisés, ceux qui sont en infériorité numérique et ceux qui subissent des changements trop rapides pour y survivre. Et un jour, si nous n'y prenons pas garde, la dernière espèce humaine pourrait bien apprendre cette même leçon.